aventure pour voguer vers son destin sur les océans comme dans tous ses rêves d'enfant. Vaillant capitaine, sur la mer profonde, il partit vers l'inconnu et découvrit le nouveau monde. Sous le soleil, toujours guidé par son cœur, jamais il ne connut la peur. Les souverains d'Espagne lui donnèrent la mission de porter bien haut leur drapeau. Malgré les tempêtes, sur la mer profonde, il partit vers l'inconnu et découvrit le nouveau monde. Ces caravelles voguèrent vers le mystère d'une terre inexplorée. Au-delà des mers, cet homme courageux s'appelait Christophe Colomb. Un jour il découvrit un nouvel horizon. Au printemps de 1478, après une guerre désastreuse en Castille, le Portugal se trouva définitivement éliminé du reste de la péninsule ibérique. La Castille et l'Aragon étant désormais unis sous la double monarchie de Ferdinand et d'Isabelle. Nous avons une grave décision à prendre concernant la guerre que nous menons en Castille. Notre situation est difficile. Si vous permettez à votre ministre de parler, si rien ne change dans la situation actuelle, nos finances seront très rapidement épuisées et nous irons à la catastrophe. Oh non. Le Portugal était intervenu en Castille dès 1474, prenant parti dans le problème de la succession au trône qui opposait Isabelle la catholique aux Cortés et à une partie de la population rangée sous la bannière de Juana, fille de Jeanne de Portugal. Mais l'armée du Portugal fut battue en 1476 à la bataille de Toro, ce qui ruina les espoirs de maintenir Juana sur le trône. Sire, retirons nos prétentions au trône de Castille. C'est la solution la plus sage. Hein? Mais vous avez pas ce que je vous dis. Si nous renonçons à nos droits et à notre influence sur le royaume de Castille, nous perdrons du même coup toutes les espérances et les visées que nous pouvions avoir en Méditerranée. Et pourquoi devrions-nous nous battre pour défendre nos positions en Méditerranée? Prince, La Turquie contrôle l'ouest et le sud en Méditerranée. Quant aux Maures, ils dominent toute la côte. Du nord de l'Afrique et Grenade. Il y a aussi les Génois, les Vénitiens, ainsi que les Castillans et les Français qui ont des prétentions. Nous devons changer notre politique, car la Méditerranée est trop convoitée. Moi, Prince Juan, je vous assure que la voie à suivre a déjà été tracée par Henri, le navigateur, qui voulait que nous contournions l'Afrique afin d'établir une nouvelle route maritime vers les Indes. vous semblez oublier que le commerce en Méditerranée a toujours rempli nos caisses. Pour combien de temps encore? Nous devons saisir notre chance dès maintenant. Tandis que les autres nations se battent pour la Méditerranée, nous devons atteindre les Indes très vite. Et alors d'immenses richesses seront à nous. Et encore plus loin, il y a un fleuve qui traverse un grand pays appelé Cathay. Sur ce fleuve, une centaine de ponts relient les villes entre elles, qui sont toutes plus prospères les unes que les autres. Soyons les premiers à signer un traité de commerce avec le grand camp qui gouverne, et nous obtiendrons toutes les richesses que nous convoitons. L'or, les soieries et les épices. Cette région est très riche et très belle, mais le plus intéressant pour un marin, c'est que personne n'a encore trouvé une route directe pour s'y rendre. Et tu sais s'il y a un port bien abrité pour accoster? Oui, Nanching, le plus grand port du monde, et le mieux protégé. On y accède par un bras de mer. Alors t'as vraiment l'intention d'aller jusque-là? En effet. Mais ce n'est pas l'unique but de mon voyage. Je veux continuer à l'est de Cathay, jusqu'à Cipango. C'est là que se trouve un palais haut comme une tour, construit avec de l'or. C'est un paradis. Cipango? Je parie que c'est encore une histoire que tu as lue dans le livre de Marco Polo. Exactement. Ce livre est une source de renseignements intarissable. Je suis persuadé qu'il a écrit la vérité et que les gens de Cathay sont riches, courtois et gentils. Cipango est le dernier paradis sur Terre. Qu'attendons-nous pour le découvrir? Dis-moi une chose, as-tu une idée précise de la route à suivre? Je dois encore interroger des marins et des navigateurs pour obtenir d'autres renseignements. Mais d'ores et déjà, je crois pouvoir réunir des fonds pour monter cette expédition. Moi, je pense que ton idée va à l'encontre des intentions du roi. Tu sais que depuis Henri le Navigateur, nous, les Portugais, cherchons une route maritime pour contourner l'Afrique. Et en plus, il faut la permission du roi pour naviguer sur la côte ouest de l'Afrique. Mais je n'ai pas l'intention de naviguer en contournant l'Afrique. Je mets le cap à l'ouest. Le cap à l'ouest?
Mais oui, c'est une voie bien plus rapide. Tu as revu la petite. Tu veux traverser l'océan? C'est ça que tu as en tête? Que ce soit l'océan ou la Méditerranée, c'est la même chose. Quand on a des points de référence et une technique de navigation éprouvée. Tu n'as donc jamais lu la Bible? Elle nous enseigne que le péché d'orgueil est sévèrement puni. Alors je t'en prie, on n'en parle plus. Donc vous croyez qu'à l'ouest, l'océan devient une immense chute d'eau? Moi qui vous prenais pour des marins chevronnés? Nous sommes des marins. Et notre âme est simple comme celle de tous les marins. Ne partez pas, attendez. Essayez de comprendre. Et personne ne t'a pris au sérieux. Et pourtant, j'ai besoin de marins portugais. Ils ont l'expérience de la navigation. Ils connaissent le grand océan, que ce soit aux Açores ou à Madère. À ta place, je chercherai parmi les marins génois. Il y en a de très bons. Oui, peut-être. Bonjour, monsieur. Vous désirez une carte? Oui, mais je doute fort que vous ayez déjà la carte que je veux. Car voyez-vous, la carte qui m'intéresse est celle qui indique la route occidentale pour les Indes. Ah, je vous reconnais, vous étiez à l'auberge. Je me présente, je suis Luis de Torres. Je suis curieux de tout, j'étudie tous les sujets qui m'intéressent, et il y en a beaucoup. Je vous ai entendu parler avec les 3 marins d'aventures extraordinaires, et j'avoue que vous avez excité ma curiosité. Je suis donc venu dans l'espoir d'en apprendre un peu plus. Parfait, j'en déduis que vous me croyez. Et en tout cas, je ne crois pas aux superstitions. Je vous remercie, messire. Durant mon voyage en Islande, j'ai acquis beaucoup d'expérience en tant que navigateur. Et c'est de là que m'est venue la certitude qu'on peut atteindre les Indes par l'ouest. J'ai aussi un ouvrage qui prouve cette théorie. Je vais vous le chercher. Christophe, tu crois que c'est prudent de lui dire tout ça? Pourquoi? À quoi penses-tu? Eh bien, ce Louis de Torres ne ressemble pas à un marin. Qui est-il en réalité? Tu te fais des idées. Dites-moi, mon ami, comment avez-vous prévu de financer ce voyage? Qui fournira les fonds nécessaires? Eh bien, Gênes, enfin, je l'espère, je suis génois, voyez-vous. Gênes est né de la mer, ceux qui nous gouvernent accepteront de m'aider. Tu calmes, Christophe. Évidemment, si vous êtes de Gênes, vous serez sans doute entendu, et je crois qu'on vous aidera. Vous avez de la chance, mon ami, car je suis en rapport avec une société génoise de navigation. Permettez-moi de vous recommander. Je suis sûr que ça pourra vous être utile. Vraiment, vous êtes très aimable. Christophe! Votre frère me paraît très inquiet, n'est-ce pas? S'il vous plaît, puis-je vous emprunter de quoi écrire? Et quand j'aurai terminé ce mot d'introduction, aurez-vous l'obligeance de le porter au bureau local de la société de navigation? Si vous avez besoin de quelque chose, n'hésitez pas à me le demander. Merci, je n'ai besoin de rien, sauf d'un bateau. Il faut que je navigue vers le sud pour étudier les courants et les vents au large des Canaries. Oui, vers le sud. Donc je vais voir ce que je peux vous trouver. Ah, très bien, merci. Messire Colomb, pourquoi avez-vous choisi les Indes? Ou peut-être devrais-je dire, pourquoi cherchez-vous le dernier paradis au monde que vous appelez Cipango? C'est dans un esprit chrétien? En quelque sorte, oui. C'est pour moi une façon de compenser la perte de la Terre Sainte et de Jérusalem. Vous voulez repartir en croisade, ma parole? Oh, non, pas du tout. Je veux simplement me rendre à Cipango en tant que chrétien. Ah, on y trouve beaucoup d'or. Non, c'était pas l'or qui m'attire à Cipango, mais son mystère. Je dois y aller. Oh, voleur! Mais arrêtez ces enfants, ils m'ont volé du pain! Viens ici, toi, arrêtez-les! Non, mais laissez-moi passer, bon sang! Excusez-moi. Écartez-vous! Je suis désolé. Ah, mais je ne voulais pas vous nuire. Oh, mais écartez-vous de mon chemin! Ils sont partis. Et ils ont réussi à se sauver. Voilà. Ça n'a plus d'importance du moment que je suis payé. Ce sont des petits voyous, quand même. Gardez-vous, sinon vous risquez de vous faire voler. Ce marchand ne se doute pas à quel point il tombe bien. Il m'aide à vous faire comprendre pourquoi Cipango est encore un paradis. Là-bas, personne ne vole, donc personne n'est volé. Et personne ne pourchasse les voleurs puisqu'il n'y en a pas. C'est ça le paradis. Tout le monde vit heureux en harmonie. Il y a très longtemps que les grands voyageurs disent que les Indes et Cipango se situent à l'ouest. Mais personne n'a jamais essayé d'y aller par l'ouest. C'est vrai. Personne n'ose imaginer qu'on puisse traverser l'océan.
Donc vous êtes prêt à défier toutes les superstitions et à voguer vers l'ouest, malgré les conseils de marins expérimentés? Même si personne n'a foi en votre projet? Oui, sans hésitation. J'accepte leur incrédulité comme une épreuve voulue par Dieu pour sonder ma volonté. Je vous promets de faire tout ce qui est en mon pouvoir pour vous venir en aide. Je vais retourner à Gênes et commencer les démarches de préparation pour cette expédition. Je vous remercie. Christophe, nous avons un bateau. Hein? J'ai montré la lettre de Torres au directeur de la société de navigation et il a tout organisé. Nous partons pour Madère. On doit embarquer du sucre et ensuite cap sur Gênes. Tu as dit Madère? Ce Luis de Torres semble avoir beaucoup d'influence. Oui. Mon projet de naviguer vers l'ouest commence à se réaliser. Je mettrai mon projet en route dès que je serai à Gênes et je reviendrai te chercher. J'ai pris l'habitude d'attendre maintenant. Non, dorénavant, je ne te ferai plus attendre très longtemps. Crois-moi. Bonjour, mes enfants. Vous remerciez Dieu d'avoir exaucé vos prières? Oui, Dieu m'a désigné mon destin. Qu'il en soit loué. Je vous bénis en son nom. En juillet 1478, le bateau sur lequel Christophe Colomb s'embarqua mit le cap sur l'archipel de Madère. Vérifie à quelle vitesse nous avançons. Et dis-moi d'où vient le courant. Prêt à vérifier la vitesse? L'enregistrement des vents et des courants marins fournira plus tard des renseignements précieux pendant la traversée vers l'ouest. Ici, le vent varie-t-il selon les saisons? Non, il souffle dans cette direction toute l'année. Le journal de navigation de ces dernières années a été mis à votre disposition dans votre cabine. Oh, merci. Un vent constant? Le vent en Méditerranée ou sur les côtes de l'Atlantique varie avec les saisons. Et ces vents saisonniers, Christophe Colomb les connaît parfaitement. Mais les vents constants, connus maintenant sous le nom de vents alizés, et qui soufflent toute l'année dans la même direction, Colomb sait seulement qu'ils existent. Mais il n'a aucune idée quant à la distance qu'ils parcourent. Je n'ose pas y croire. Un vent soufflant du nord-est toute l'année et nous poussant vers l'ouest. À peine le bateau a-t-il accosté à Madère que le sucre est chargé à bord. Christophe Colomb profite de l'escale pour glaner des renseignements sur le vent du large et les courants marins. De quel rivage vient ce roseau? Pour Christophe Colomb, il était évident que ce cadeau venait de l'ouest. Ce simple roseau apportait la preuve que des terres se trouvaient à l'ouest. Il en était persuadé depuis son voyage dans les mers nordiques. Il y a bel et bien des îles ou un continent plus à l'ouest que le Groenland, mais un peu plus au sud, peut-être à la même latitude que Madère. C'est sans doute la grande péninsule des Indes. Oui, je pense que c'est ça. Prochaine étape. Trouver plus de renseignements sur les vents constants, leur vitesse, l'étendue de leur parcours et noter les courants marins sur les cartes. Nous réussirons, Torres. Nous arriverons aux Indes. Dès son arrivée à Gênes,
Torres s'employa à préparer l'expédition de Christophe Colomb. Terre en vue! C'est Gênes! Gênes est en vue! Gênes, je reviens. Je suis enfin de retour dans ma belle ville de Gênes. Christophe Colomb, en débarquant à Gênes, rencontra Torres. Celui-ci le conduisit à la maison des marchands, où se tenait une assemblée de riches négociants dont certains avaient été chassés d'Espagne. Depuis Henri le Navigateur, le Portugal envoie des bateaux le long de la côte ouest africaine dans l'espoir de trouver la route des Indes. Mais moi, je prétends que nous gagnerions beaucoup de temps en naviguant directement vers l'ouest. Le Portugal veut faire de la colonisation. Et avec cette expédition, nous supplanterions le Portugal sans bataille. Le Portugal a suffisamment amassé d'or. Pour en revenir à mon propos, il n'y a que les avantages avec la route vers l'ouest. Oui, mais quelles sont les chances de réussite? La réussite n'est pas absolument assurée puisque cette route nous est encore inconnue. Écoutez, capitaine, quand nous parlons d'aventure, il faut aussi considérer les risques. Et dans ce cas précis, ils sont grands. Je trouve imprudent de financer une expédition extravagante qui risque de ne pas réussir. Les Génois vivent de la mer. Jadis, un grand nombre de braves marins n'ont pas eu peur de s'aventurer sur les mers inconnues pour découvrir de nouvelles routes. Et le résultat, c'est que leur bravoure nous a apporté la prospérité. C'est exact. Mais vous savez que depuis la prise de Constantinople en 1453 par les Turcs, Gênes a perdu petit à petit la plupart de ses concessions en Méditerranée. C'est justement pour ça qu'il faut chercher plus loin. Non, je dirais que c'est justement pour ça que nous devons éviter les entreprises hasardeuses qui ne rapportent pas de profit. Vous avez voyagé au Portugal et en Angleterre. Vous ne pensez pas qu'il vaudrait mieux pour nous développer notre commerce avec l'Angleterre? Peut-être, mais vous oubliez les taxes exorbitantes qu'il nous faudra payer à la Castille et au Portugal. Je suis d'avis qu'il faut s'en tenir au commerce en Méditerranée, où les affaires sont quand même prospères. Quel besoin avons-nous de mettre en danger des sommes importantes? Quel besoin, dites-vous? Est-ce là la philosophie des Génois d'aujourd'hui, malgré leur passé de grands navigateurs? Qu'est-ce qui vous prend? Mais qu'est-ce que vous avez donc? Mais je vous croyais intéressé par l'expérience et les projets de ce jeune capitaine, mais je vois qu'il n'en est rien, vous m'étonnez. Nous voulons sauvegarder nos intérêts. Même si nous découvrions de nouvelles routes pour les Indes, nous ne pourrions en profiter que dans très longtemps. Mais vous ne pensez qu'au présent et à vos affaires actuelles. Pour le bien de nos coreligionnaires, vous devriez penser à l'avenir. Torres! Tu oublies que tu as été chassé de la Castille à cause de tes spéculations. Pourquoi ne pas te contenter de ce que tu as? Ta fortune actuelle ne te suffit-elle pas pour vivre? Mais je pense à l'avenir de tous nos compatriotes. Compatriotes? Non, Torres. Maintenant, notre patrie à tous, c'est Gênes. Souviens-toi, Torres. La Castille a présenté une requête au pape pour que les tribunaux puissent ouvrir des procès contre les hérétiques. Des procès contre les hérétiques? C'est alors que beaucoup de juifs établis en Espagne se sont convertis au christianisme. Mais les gens ont dit que ces conversions n'étaient pas sincères et je suis bien placé pour savoir ce qu'il en est. Vous avez renié sans vergogne votre religion pour sauvegarder vos biens. De tels reniements sont des sacrilèges qui rejaillissent sur tous les juifs. Réfléchissez un peu, Torres. Les tribunaux contre les hérétiques sont devenus la nouvelle Inquisition. Et vous savez le risque que couraient nos vies et nos biens. C'est pourquoi, même à Gênes, nous voulons rester prudents. Mais c'est pourquoi, au contraire, vous devriez savoir miser sur l'avenir. Nous nous y refusons. Vous trahissez notre cause. Je vous méprise. Messire Torres! Très bien. Venons-en à l'objet de notre réunion. Vous êtes un marin plein d'expérience. Accepteriez-vous de commander un navire reliant régulièrement Gênes à Quillo?
vous deviendriez riche. Vous me proposez une affaire, n'est-ce pas? C'est bien cela. Je suis avant tout un marin, pas un homme d'affaires. Messire Torres! Messire Torres! Ah, je suis désolé, je vous ai beaucoup déçu. Mais je crois toujours à Cipango. Je sais, vous étiez enthousiasmé, comme moi, à l'idée de découvrir le dernier paradis. Il y a des embûches. Mais malgré tout, un jour... Nos routes se croiseront à nouveau. Adieu. À bientôt. Christophe Colomb était amèrement déçu, car il était persuadé que son projet d'atteindre les Indes par l'ouest aurait apporté la prospérité à Gênes, sa chère patrie. Quand il était jeune, Christophe Colomb rêvait de naviguer en partant de Gênes pour toujours revenir au port de Gênes. Gênes était sa ville natale. Mais hélas, elle n'était plus la ville florissante et prospère où on encourageait les initiatives des navigateurs. Prêt à appareiller, mettez les voiles! Christophe Colomb prit la résolution de ne jamais revenir à Gênes. Il se rendait compte que pour son projet de voyage vers l'ouest, il devait chercher l'appui d'un pays ouvert sur l'océan. Et ce pays ne pouvait être que le Portugal, le pays qui avait donné naissance à Henri le Navigateur. Christophe Colomb, il est à 500 ans, hisse la grande voile de l'aventure pour voguer vers son destin sur les océans comme dans tous ses rêves d'enfant. Vaillant capitaine, sur la mer profonde, il partit vers l'inconnu et découvrit le nouveau monde. Sous le soleil, toujours guidé par son cœur, jamais il ne connut la peur. Les souverains d'Espagne lui donnèrent la mission de porter bien haut leur drapeau. Malgré les tempêtes, sur la mer profonde, il partit vers l'inconnu et découvrit le nouveau monde. Ces caravelles voguèrent vers le mystère d'une terre inexplorée, au-delà des mers. Cet homme courageux s'appelait Christophe